Et j'avais une question pour. Ouais, j'ai plusieurs questions. J'ai noté. La première, c'est pour Christophe. Il dit on donne l'importance aux gardiens dans les situations de défense et infériorité, mais ça dépend aussi ça va en fonction aussi du niveau du gardien ou pas. C'est-à-dire si tu as un bon gardien, on change un peu l'auteur de la défense ou comment on peut défendre une situation. Ça part du principe que c'est établi pour tes équipes et ça marche comme ça. Sur une base générale, Ouais. les principes, ils sont universels pour tout le monde. La frappe dans l'axe, elle a plus d'options, tu as plus d'options de marquer que sur le côté. C'est normal. Le gardien, il a un angle plus important à fermer dans l'axe que sur le côté. Après, de la même façon que Hugo, il a dit tout à l'heure que tu dois t'adapter à l'adversaire, tu dois t'adapter aussi à tes joueurs à toi. Donc, effectivement, tu vas pas défendre de la même manière si tu as plus ou moins de confiance en ton gardien, si le frappeur adverse il est plus ou moins fort, tu vas lui laisser plus ou moins de marge de manœuvre. Et puis, ça, c'est une certitude. Mais bon, après, quand tu restes en 2 contre 1, de toute façon, à un moment donné, il faut bien jouer avec lui. Donc, tu ne vas pas t'amuser à faire la navette entre les deux adversaires pour empêcher à tout prix la frappe. Tu dois forcément compter sur lui. Donc, voilà, c'est comme ça, hein. Mais oui, je suis d'accord pour répondre à la question. Je suis d'accord qu'en fonction des capacités de tes partenaires, tu ne vas pas défendre de la même manière. Tu vas t'adapter un petit peu, c'est clair. Tu vois, si ton gardien il est vraiment plus faible, bah écoute, tu vas retarder le plus longtemps possible la passe et la mise en possibilité du frappeur de tirer. Tu vas reculer le plus possible. Voilà, tu vas essayer de l'enfermer le plus, quoi. Tu vas essayer de favoriser le fait que la frappe prenne pas le cadre ou tu lui limites les options. Voilà. Moi, Ok. pour mettre un exemple de ceux qui viennent de parler, Chris, Chris et moi, on partage la façon de défendre les 3 contre 2, les 2 contre 1, c'est presque la même. Mais par exemple, je me rappelle dans un exposé que Duda, l'ancien entraîneur del Pozo et maintenant l'entraîneur de Cartagena, il a fait, il nous a dit que quand il jouait contre des équipes qui avaient des grosses frappeurs, comme Sergio Lozano, il préférait les 3 contre 2 qu'on a vu, que Chris nous a expliqué. Les deux, ils vont derrière, ils sont proches au gardien et après, ils vont équilibrer. Duda, il préférait annuler à les frappeurs. Alors, si on est 3 contre 2, il y a un qui va se coller à Sergio Lozano. Comme ça, on l'a éliminé de l'équation. Il est 3 contre 2, il devient un 2 contre 1. Mais on sait déjà que Sergio Lozano, il ne va pas finir l'action. C'est pour ça que si on a les moyens, si on a la possibilité de savoir c'est qui les frappeurs de l'équipe adversaire, c'est qui est gaucher, qui est droitier, c'est comment les caractéristiques de nos gardiens, on peut s'adapter. Mais ça, si on part des principes, des générales, c'est toujours les mêmes. Et parfois, on peut varier un petit sous-principe, comme on les a appelés Hugo. Ouais, je suis complètement d'accord avec Rafa. Tu dois t'adapter. Et si tu peux casser le 3 contre 2 en 2 contre 1, c'est super. Voilà, si tu peux s'adapter à l'adversaire, c'est quelque chose de primordial par rapport à nos principes de jeu. Après, pallier tes lacunes à toi personnelles, remplacer les capacités absentes chez ton gardien, c'est encore autre chose. Voilà, ça, tu peux pas lui acheter les mains s'il n'en a pas. Donc, autant tu peux isoler un bon frappeur, tu peux mettre en place une défense individuelle sur lui, mais autant aller dans les buts à la place du goal, c'est pas facile. Donc, c'est encore un autre travail là. D'accord. Et maintenant, une autre question, maintenant pour lui, c'est Hugo. C'est une question à moi, mais qui je veux savoir c'est votre avis. On parle beaucoup de la prise de décision dans les jeux en mouvement, en fonction de l'action de la défense, etc. Mais dans les coups de pied arrêtés, est-ce que vous laissez la prise de décision aux joueurs de choisir quelle combinaison ils vont faire et comment le faire? Ou c'est vous qui l'annoncez, ou vous faites comment? Moi, Hugo, par oui. exemple, ouais. Par exemple, Ouais. moi, je te donne un exemple simple des corners. Et vous faites ça sûrement aussi. C'est un exemple clair de prise de décision du joueur. C'est qu'on fait un corner, mais on ne donne pas une option. On ne donne pas deux options. On donne peut-être trois, quatre options. Et c'est le joueur qui a le ballon qui va faire le repositionnement du ballon en jeu.
qui va décider concernant le mouvement offensif de ce joueur et la réponse du défenseur. C'est lui qui va décider. Et c'est une décision, c'est la décision qui va être décisive pour savoir s'il a but ou pas. Mais on ne donne pas une solution. Il faut donner plusieurs solutions pour que le joueur décide. La même chose s'il a une faute, le joueur il doit avoir plus qu'une option. C'est l'idéal. Après, s'il a une option, ça arrive normalement pas au niveau, mais au niveau régional sûrement, que les joueurs n'ont pas préparé ça. Ballon au sol, ils n'ont pas de travail effectué avant. Ils vont prendre une décision aussi, mais c'est une décision qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas structurée, donc il a moins de probabilité d'être efficace. Pareil. C'est toujours, quand tu cherches la prise de décision dans les tout, c'est aussi dans les stratégies, les coups de pied arrêtés, les corners, les touches. Dans les entraînements, tu laisses beaucoup pour qu'ils choisissent. Et après, c'est vrai aussi que quelquefois dans les matchs, si tu vois quelque chose de très clair, tu peux choisir. Tu peux dire, on va faire 7 mouvements, mais après, c'est toujours les joueurs qui vont choisir. Parce que je peux dire, je vois très clair qu'on doit faire un double bloc sur ces 2 défenseurs et le 3e attaquant va frapper. Mais après, si les défenseurs sortent du bloc, on doit chercher la passe à l'intérieur, par exemple. Donc, aussi, pardon, Luis. Aussi, au niveau quand on parle de 5 contre 4, le gardien, c'est pas le gardien, un joueur, il attaque aussi. Dans une situation de 5 contre 4, par exemple, on peut entraîner toute la semaine deux situations 5 contre 4. On peut analyser l'adversaire et savoir comment l'adversaire va défendre. Mais après, pendant le match, un joueur, il a fait une autre chose. Le défenseur, il a fait une autre chose. Donc, à ce moment-là, nos joueurs, ils sont obligés même avec nos conseils, même avec notre travail, de s'adapter à une situation qui n'était pas prévue. Mais si on est capable de prévoir, c'est ça la beauté de ces sports et notre job, c'est de travailler ça et de prévoir et d'anticiper tous ces types de problèmes qui peuvent exister, qui sont des problèmes qui ne sont pas prévisibles de temps en temps, ne sont pas prévisibles. Donc, c'est aussi la beauté et la difficulté de tout ça. D'accord. Très bien. Bonne réponse pour tous les deux. Et Chris, on demande Jenny Jane si on doit privilégier la défense sur les lignes de passe ou la défense individuelle dans les situations d'infériorité, la défense rapide. Ouais, j'avais lu cette question. Écoute, si on est en infériorité, je pense qu'on est obligé de défendre les espaces, et parce que tu peux pas être en individuel. Voilà, en règle générale, hein. Tu peux pas, si tu es en infériorité, tu peux pas être en individuel. Sinon, tu vas forcément laisser une option seule, une option claire à l'adversaire. Après, encore une fois, ça c'est la règle théorique. Et après, dans les matchs, tu dois t'adapter. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas avec les garçons, mais avec les filles, ça m'est déjà arrivé plein de fois de cibler une ou deux joueuses vraiment, vraiment en difficulté chez l'adversaire et d'aller en individuel sur elles, peu importe le rapport de force. Voilà, peu importe si on était en infériorité ou pas. Parce que je savais qu'on allait récupérer la balle tout le temps ou qu'on allait l'obliger à faire une passe très mauvaise. Voilà, donc je profitais de ça. Mais en règle générale, si tu es en infériorité, surtout de 2 joueurs en moins, ferme les espaces, protège les lignes de passe, voilà, retarde au maximum l'échéance, prie pour que tes copains ils courent vite. Et puis, et voilà, tu peux pas faire autre chose. Voilà, c'est compliqué. Nous, pour revenir sur ça qu'il avait parlé, Rafa, des Douda, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Juan Manuel Fuentes. Il les connaît bien, lui, Bernard, parce que c'est le coach de Nagoya, le coach aussi en Japon. Et lui, il avait été adjoint de Douda pendant plus de 10 ans, je pense.
Et là, on faisait un peu pareil pour la défense des 3 contre 2, où il y avait un qui allait individuel sur un des joueurs des alliés et l'autre qui faisait devenir en 2 contre 1 en défendant les pieds forts de l'attaquant. Donc, on va dire les joueurs qui étaient des côtés du pied faible, ils se mettaient individuels pour couvrir bien ses pas. Et de l'autre côté, l'autre coupait son pied fort pour l'amener. S'il veut frapper, il doit frapper de pied faible. Donc, c'était un peu l'idée. C'était un individuel et un autre qui divisait la ligne de passe et se rapprochant à l'individualité en fonction de l'auteur de la progression de l'attaquant. Une fois que l'idée, c'était que si l'attaquant il veut passer au joueur libre, il doit être maximum à 1 mètre de la ligne de la surface où les gardiens il peut arriver facile pour pas avoir le temps de réfléchir comment il veut finir et pas avoir le temps de faire un contrôle, etc. Sinon, avoir les gardiens en dessous vite fait. Donc, c'est un peu l'idée. Nous, on le faisait avec un mix. C'était un peu l'idée qui a resté un peu dans ma tête dans ce type de situation. On a encore une question de Paul Rochefort dit pour faire le lien avec l'intervention d'Hugo, la prise de décision est effectivement liée aux aspects physiques comme la fatigue et mentaux comme la confiance. Comment intégrez-vous cela dans votre coaching? Comment intégrez-vous les fatigues, la confiance, etc. dans la prise de décision dans les séances? Pour tous les trois, si on a le temps encore. Ça commence moi. Dans mon option, ok, c'est toujours d'encourager les joueurs à tester et essayer des choses. Mais en même temps, comme il a très bien expliqué, c'est pas la même décision que tu dois prendre quand tu es vraiment fatigué à la fin du match ou quand tu es un gagnant et tout ça. Donc, ça, on les travaille. On les travaille dans les entraînements. Par exemple, dans les semaines que tu n'as pas de match, tu forces beaucoup plus dans les entraînements pour aller chercher cette fatigue. Et dans cette fatigue, tu essaies de travailler un petit peu plus du normal parce que comme ça, tu peux travailler des choses que tu ne peux pas vraiment toucher dans les matchs. Et en même temps, pour travailler comment prendre des décisions dans les scores, j'explique un petit exercice. On travaille les gardiens joueurs, les 5 contre 4. Beaucoup de fois, 3-4 minutes, temps arrêté, et l'équipe qui défend gagne 2-0 au début. Donc, comme ça, déjà, les joueurs sont en train de travailler quelques aspects, mais en même temps, ils savent qu'il y a un score à la fin du temps. Si tu as perdu, tu payes. Tu fais des pompes, tu fais des abdos ou tu payes la canette d'après. Ça dépend de ça que tu as choisi au début, mais tu payes. On ne veut pas perdre, même aux entraînements. Bon. Moi je vais juste répondre à cette question. Moi, c'est important que pendant la semaine, on ne peut pas faire un exercice, préparer un exercice et faire, par exemple, j'ai dit un exercice analytique avant d'intégrer dans un autre exercice. Donc, je ne peux pas, par exemple, faire, OK, on va faire 20 squats, après on va faire un sprint et on va faire une situation de contrat. Il faut gérer la charge de l'entraînement, la charge, ça veut dire l'intensité, la durée de chaque exercice, parce que on ne peut pas exiger, si on joue 20 minutes et c'est normal que les joueurs commencent à la prise de décision sera moins effective. Donc, c'est une situation de finalisation, si on veut travailler l'aspect
de vitesse pure ou d'explosivité, par exemple, on ne peut pas rester là 20 minutes à faire la même chose parce que l'explosivité, déjà, à partir du moment où ça ne se travaille pas, donc il faut travailler, il faut gérer le temps d'exercice et exiger la bonne précision pendant ces temps-là. Je ne peux pas faire un exercice de 30 minutes avec une charge très, très élevée et sollicitant tout le groupe musculaire et travaillant avec la force et la vitesse maximum. Il va, après sûrement 5-6 minutes, les joueurs ils vont commencer à baisser son niveau physique. Et la décision va être différente. Donc, il faut jouer avec tout ça. On peut pas, ok, on va travailler maintenant cet aspect de décision dans une situation de 10 minutes de force explosive. Non, on peut pas. Il faut gérer chaque session. Il faut avoir cette composante physique connectée avec le psychologique et la tactique aussi. Sinon, le joueur, il va être fatigué. La confiance qu'on parle, ça va pas être la même. Donc, c'est la même chose que quand joue le match, hein, le week-end. Un joueur s'il fait toute une première partie, sur le mettre à jouer tout le match, mentalement, il va être pas au top, sûrement parce que l'aspect physique, il va conditionner son performance. Et donc, la mauvaise décision, parce qu'il n'a pas de réaction, parce que le corps, il ne réagit pas de la même façon, il n'a pas la même vitesse, il a besoin de temps de récupérer. Donc, on voit le joueur qui commence à aller plus lentement dans sa course, il ne fait pas trop de transition déjà. Donc, tout ça, c'est important d'entraîner pendant la semaine et après d'être intelligent, de savoir qui sont les joueurs qui peuvent faire 1 minute en plus ou 2 minutes en plus ou qui ont cette capacité aérobie qui permet de rester un peu plus sur le terrain. Très bien. Chris, tu veux ajouter quelque chose? C'était complet, donc je veux juste souligner deux, trois principes, enfin 2-3 idées personnelles. Déjà, ce que dit Paul, pour moi, c'est important. La préparation athlétique, c'est une ressource primordiale de la pratique. On a tendance à l'oublier parce qu'on n'a pas beaucoup de créneaux ou parce qu'on n'a pas les compétences ou des staffs complets. Mais voilà, si la machine ne fonctionne pas, il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, c'est souligner ce que disaient Hugo et Louise dans leur présentation. La prise de décision individuelle en améliorant les capacités cognitives du joueur, c'est important. Et après, voilà, il y a les prises de décision collectives aussi sur la stratégie qu'on va mener. Et ça aussi, c'est important d'en parler souvent parce que quand tu vas voir, quand il y a quelque chose qui va moins bien marcher, soit chez toi, soit chez l'adversaire, à cause de la fatigue peut-être, tu dois le repérer et commencer à aménager ton plan de jeu. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi travailler régulièrement dans la saison parce que s'adapter, avoir plusieurs options, plusieurs éventails de tactiques et s'adapter à l'adversaire ou au contexte du match, c'est aussi très, très important. Donc voilà, tu en reviens à des choses plus simples quand tu es très fatigué, tu prends moins de risques. Et puis au contraire, tu vas appuyer sur les endroits qui posent souci à l'adversaire quand lui va être en difficulté athlétique. Bon, pour moi, c'est déjà 3 heures qu'on avait planifié. Je vous remercie beaucoup parce qu'on était pile à l'heure. Si vous voulez ajouter quelque chose, Rafa, si tu as plusieurs questions, pour l'instant, dans les forums, je vois plus. Donc, de mon côté, je vous remercie beaucoup à tous les trois d'être ici parce que chacun a des cas particuliers et même comme ça, vous êtes présents. Pour tous les participants, je vous rappelle que si vous souhaitez participer, faire des formations avec nous, Rafa et moi, on est ouverts à vous écouter, vous faire participer aussi. Ça fait un plaisir pour nous. Et sinon, je vous laisse vous dire au revoir au reste et je finirai comme ça, on peut aller à nos autres affaires. Donc, on commence par Chris. Merci beaucoup, Chris. Merci à vous. Rien de particulier. Merci à tout le monde. C'était cool d'entendre les collègues et puis de répondre aux questions. Voilà, on avance ensemble, donc c'est
c'est important. Je ne sais pas si je devrais dire ça devant tout le monde, mais moi, j'en ai marre de voir dans le futsal tous les ans tout le monde se tirer dessus. Voilà, donc des initiatives comme ça où les gens ils s'aident, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Chris. Et profite bien de l'appétit qui vient d'arriver. Ouais, merci. Hugo, Bah, juste pour vous dire à tous, un grand merci à toi, Alberto, à toi, Rafa. Excellente initiative. Euh, Ça nous permet de partager aussi, d'avoir de nouvelles connaissances. À lui et à Chris pour partager aussi ces moments très intéressants. À tous qui étaient là aussi avec nous, je vois aussi certaines personnes, certains amis. Merci beaucoup pour être là avec nous. C'est pas facile d'être là tous ces temps-là, mais ça veut dire que vous êtes passionnés aussi de futsal et ça fait énormément de plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Luis, La même chose, merci à Alberto et Rafa de compter sur moi. Un plaisir toujours avec Chris et Hugo et partager tout, comme toujours. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés et nous ont fait des questions. Et je pense que si vous me connaissez un petit peu, pour moi, le plaisir, c'est de partager. C'est jamais d'essayer de ne pas expliquer, de cacher. Non, pour moi, le plaisir, c'est partager. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'avoir partagé notre passion et d'apprendre. Parce que le plus important, toujours, c'est écouter pour être en réflexion et toujours changer quelque chose. Rafa, je laisse aussi. Moi, je voulais remercier à tous les trois qui ont été dispo depuis les premiers moments qu'on les a contactés, malgré les décalages horaires et que Chris il vient de devenir papa. Ils ont été toujours présents, mais surtout, je voulais remercier à toi aussi, mais surtout à les plus de 55 participants qu'on a eu aujourd'hui. Et je voudrais le dire qu'ils sont programmés déjà à la troisième, peut-être que même la quatrième. Et je voulais prévenir aussi à Chris, Hugo et Luis, il faut commencer à préparer la suivante. Peut-être qu'on va répéter. Pas de souci, pas de souci, avec plaisir. D'accord. Bon, je Avec vous plaisir. remercie tous les quatre. C'était un plaisir encore. D'accord. Je fais un petit dédicace à toutes les personnes qui sont en train de souffrir avec tout ça. Courage à vous. Merci à les 26 courageux qui ont fini, à les 58. J'ai noté un point maximal des personnes qui se sont connectées avec nous. C'est un petit dédicace à mon papy qui malheureusement nous a quittés cette semaine, qu'il gardera son âme. Et merci à tous et à la prochaine. J'espère que ça sera très bientôt. D'accord? Merci, à bientôt. Bien. Allez, bonne journée à tout le À monde. bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt.